Bien, bonjour à tous. Donc, dans quelle architecture vivait l'adolescent autrefois? Donc, à travers d'exemples tirés du passé, je vous propose un chemin buissonnier dans l'histoire qui nous permettra, comme vous avez fait, d'avoir tous les détours dans les cultures du passé, ce qui permet ensuite de mieux revenir vers la nôtre pour la regarder d'un œil plus frais, presque comme si nous ne la connaissions pas, dans l'espoir de mieux la jauger pour la changer et l'améliorer encore. Donc autour de la chambre de l'adolescent, mais également de l'espace qui leur était donné dans la maison, dans la rue, dans la ville, nous verrons s'il est possible de trouver une spécificité architecturale à cet âge ingrat, comme on disait souvent autrefois, alors que se souvient Marcel Proust, je le cite uniquement pour le plaisir, la caractéristique de l'âge ridicule que je traversais, âge nullement ingrat, très fécond, et qu'on n'y consulte pas l'intelligence, et que les moindres attributs des êtres semblent faire partie indivisible de leur personnalité. Tout entouré de monstres et de dieux, on ne connaît guère le calme. Il n'y a presque pas un des gestes qu'on a fait alors qu'on ne voudrait plus tard pouvoir abolir. Mais ce qu'on devait regretter au contraire, c'est de ne plus posséder la spontanéité qui nous les faisait accomplir. Plus tard, on voit les choses d'une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société, mais l'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Donc je vais parler de l'adolescent autrefois et de l'architecture qui lui est dédiée, mais ce sera au prix d'un anachronisme dont je suis obligé de vous faire part. Parce que si je prends l'adolescent défini de manière contemporaine, soit dans la tranche d'âge, on va dire 15-18 ans, je décris donc des personnes dont la plupart avaient dans le passé quitté leur famille, puisqu'ils partaient alors, disons pour donner un chiffre, vers 7-9 ans. En décrivant la vie d'un adolescent de 15-20 ans, je parle d'une personne qui était vue par les sociétés du passé comme un jeune adulte. Donc durant l'époque médiévale, l'enfant quittait le plus souvent les femmes de sa famille biologique. Il avait la possibilité soit d'être apprenti ou serviteur, donc d'entrer dans le monde du travail, soit de faire l'armée s'il est un garçon, ou de fonder une nouvelle famille pour les filles, ou sinon de faire des études. Faire des études ne concernait autrefois qu'une minorité de garçons, je parle des études supérieures. La plupart des jeunes gens passaient leur certificat d'études, puis entraient dans le monde de l'apprentissage, du travail ou de l'armée. Cette désertion de la scolarité n'était du reste pas qu'une question de naissance ou de moyens financiers. L'école mélangeait beaucoup plus qu'autrefois les classes sociales. Les écoles populaires étaient envahies de petits bourgeois, comme les petites classes de collège, de petits artisans ou de paysans. Les filles de qualité n'étaient pas mieux instruites que celles des classes inférieures. Au XVIIe siècle, beaucoup de jeunes nobles, d'ailleurs, négligeaient l'académie et allaient directement rejoindre les armées en campagne. À la fin du règne de Louis XIV, on comptait des lieutenants de 14 ans. François de Chevert, qui est devenu par la suite un général de Louis XV, qui est entré à l'armée à 11 ans. Cette précocité, d'ailleurs, ne concernait pas seulement les nobles, mais aussi la troupe. Donc l'univers architectural de l'adolescent a donc été pendant très longtemps, pour une partie d'entre eux, le service militaire, et donc décrire leur univers architectural, ça revient donc à décrire les casernes. Concernant les filles, au Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, elles se mariaient très vite. À la fin du XVIe, Catherine Marion épousa Antoine Arnauld, pour vous donner un exemple, à 13 ans. Donc en dehors de l'apprentissage domestique, les filles ne recevaient, pour ainsi dire, aucune éducation. Elles n'apprenaient rien, même dans les familles où les garçons allaient au collège, même si elles allaient dans les couvents. Fénelon demandera d'ailleurs dans son livre de l'éducation des filles, je cite, « Apprenez à une fille à lire et à écrire correctement. Il est honteux mais ordinaire de voir des femmes qui ont de l'esprit et de la politesse, c'est-à-dire du savoir-vivre, ne savoir pas bien prononcer ce qu'elles lisent, ou elles hésitent, ou elles chantent en lisant, au lieu qu'il faut prononcer d'un ton simple et naturel, mais ferme et uni. Elles manquent encore plus grossièrement pour l'orthographe ou pour la manière de former ou de lier les lettres en écrivant. » Donc peu parmi les adolescents faisaient des études. Lorsqu'ils allaient à l'école, ils logeaient très rarement chez leurs parents. Ils étaient la plupart du temps en pension chez le maître lui-même ou chez un prêtre ou chez un chanoine, selon des conditions fixées par un contrat, semblable à un contrat d'apprentissage. Ces élèves faisaient alors partie de la famille du clerc auquel ils étaient confiés, qui devenait alors comme une famille de substitution à la famille biologique. Ces cas n'étaient pas très fréquents. La plupart des adolescents qui étudiaient se logeaient où ils pouvaient en ville, à plusieurs par chambre, jeunes et vieux élèves mélangés d'ailleurs. Pour autant, l'école était une exception dans la vie sous l'Ancien Régime. La règle commune à tous était l'apprentissage. Après 7-9 ans, aussi bien les garçons que les filles, aussi bien que les riches que les pauvres, sont placés pour le gros service dans les maisons d'autres personnes, auxquelles ces enfants sont liés pour une durée de 7 à 9 ans, donc jusqu'à l'âge de 14-18 ans environ.
On les appelait alors des apprentis. Pendant cette période, ils accomplissaient les services domestiques. Tous les enfants passaient par cette étape parce que chaque famille, quels que soient ses revenus, envoyait ses enfants ailleurs, tandis qu'elle recevait chez elle des enfants étrangers. Le solde financier était donc nul. Quel était le but de faire circuler chaque enfant de la sorte, comme dans un jeu de taquin, vous connaissez? D'après les observateurs de l'époque, le but était de leur apprendre les bonnes manières. On estimait à l'époque que le service domestique n'était nullement dégradant, mais avait au contraire la grande vertu d'apprendre à bien se tenir. Pour bien se tenir à table, il fallait commencer par bien la servir. Donc le service domestique se confondait donc avec l'apprentissage, qui était la forme que l'on donnait généralement à l'éducation d'un enfant, en sus de l'apprentissage d'un métier, naturellement. Ainsi, les adolescents qui travaillaient dans une famille comme apprentis étaient élevés et éduqués avec les serviteurs et domestiques qui recevaient eux aussi la même éducation. On se souviendra de Montesquieu. Le Book of Common Prayer de 1549 oblige les chefs de famille à veiller à l'instruction religieuse de tous les enfants de la maison, soit les children, servants and apprentices. Serviteurs et apprentis sont assimilés aux enfants de la famille. Ils dormaient et mangeaient ensemble, recevaient la même éducation. Il y avait un vrai mélange social. Alors il y en a peut-être parmi vous qui trouvent horrible d'abandonner ses enfants à des inconnus, mais peut-être est-ce plus sage qu'on peut le penser au premier abord. Ce transfert avait une logique, faciliter l'apprentissage et le passage vers l'âge adulte. Tout le monde se souvient, comme il nous était beaucoup plus facile quand nous étions ados, d'obéir à la mère d'un ami qu'à la nôtre. Et pour ma part, quand j'étais étudiant, ma famille a hébergé pendant des années un ami dont la famille vivait 3 rues plus loin et qui n'arrivait pas à faire ses études de médecine chez lui et préférait étudier chez nous. Ce n'est pas que ma famille était mieux que la sienne, je vous rassure, mais je la connaissais très bien puisque c'était mon ami et que j'allais chez lui, mais il supportait mieux ma famille puisque ce n'était pas la sienne. Il était chez moi un peu comme un apprenti au sens médiéval. Certes, il n'était plus adolescent quand il est venu chez nous, même s'il était encore en révolte. Certes, il n'était pas là pour les tâches ménagères, même s'il y participait comme nous. Mais je raconte quand même ceci, à la fois pour que vous n'imaginiez pas par anachronisme que cette situation d'apprenti aux temps anciens était forcément un calvaire. Mais mon ami a gardé un très bon souvenir de cette époque, mais je me demande, même si on ne pourrait pas y revenir. Donc là, je m'avance, je suis pourtant très sérieux. Pourquoi ne pas échanger nos enfants si on estime que ça leur ferait du bien ? Pour ma part, je ne serais pas choqué de laisser un de mes enfants à quelqu'un que je connais, si mon enfant le souhaite évidemment, et accueillir en retour un des siens. En tout cas, je trouve que la question a un sens, elle pourrait être posée, même si c'est presque impensable dans notre culture, si un ado passe son temps dans sa chambre et s'y trouve mal, alors qu'il est beaucoup plus actif et joyeux chez son copain, est-ce que cela ne l'aiderait pas de lui dire « va habiter chez lui pour quelques mois ». Voilà, je pose la question. Bien que ce que je lui raconte nous est devenu très étranger et donc inquiétant, il faudrait se défaire de l'idée que les enfants d'autrefois avaient donc forcément une vie malheureuse. Au contraire, au XVIIe siècle, l'enfant avait une position presque centrale dans la société. D'ailleurs, Jean-Baptiste de La Salle se plaindra même dans son livre « Conduite des écoles chrétiennes » paru en 1704 que les enfants des pauvres soient particulièrement mal élevés parce que, je cite, « Ordinairement, les enfants des pauvres ne font que ce qu'ils veulent. Et les enfants n'en ayant aucun soin, et les parents, n'en ayant aucun soin, étant même idolâtres de leurs enfants, ce que les enfants veulent, les pères et les mères les veulent aussi. » Quel que soit son parcours, en tout cas, l'adolescent vivait dans l'époque médiévale très tôt dans le monde adulte. Il était certes considéré comme une personne à éduquer, mais déjà adulte. Il n'y avait pas cette dissociation que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Alors comment dormait-il ? L'ethnologue et anthropologue Françoise Zanoben rapporte qu'en 1980, dans un village bourguignon, à l'heure du coucher, les parents et les enfants dormaient dans la salle commune, donc les enfants, c'est ceux en bas âge, dans des lits placés dans des alcôves ou repoussés contre les murs. Les garçons plus âgés, donc les adolescents, allaient rejoindre les commis dans les granges où il était aménagé des lits clos en bois, quand les filles restaient avec les parents à dormir dans la salle ou dans une chambre à l'étage s'il y en avait une. Et avant l'apparition des chambres pour domestiques, les servantes dormaient sur une paillasse dans un coin, sous un escalier, dans un passage. Donc en ville, la chambre commune donc persiste longtemps, ce qui était le lot des pauvres. 75% des foyers parisiens sont concentrés dans une seule pièce. En même temps, pendant la révolution industrielle, se développa pour les jeunes hommes un système de pension appelé chambre commune ou chambrée, où ils couchaient à 2 par lit, 5 lits par chambre en moyenne. Ils étaient, dit le contrat, nourris, blanchis, éclairés, avec une mesure de bière à chaque repas.
Donc on trouvait ces chambrées dès le XVIIe siècle et sans doute plus avant. Ces sociétés populaires et masculines étaient réservées aux hommes qui ne se sentaient pas à l'aise à la maison. Donc la maison était le lieu dominé par la cuisine des femmes. Et Camus décrira ces chambrées ainsi, je cite, « Les hommes qui partagent la même chambre, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange, comme si, leur armure quittée avec leurs vêtements, ils se rejoignaient chaque soir, par-dessus leurs différences, dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. » Pour les filles, par contre, c'était plus rigoureux. Dans les filatures et moulinages, elles logeaient dans des couvents de la soie, sorte d'internat tenus par des religieuses avec des dortoirs bondés, mais où chacune avait son lit, ce qui n'était pas le cas au village. Ces internats offraient des conditions de vie moins difficiles que celles à la campagne où elles dormaient n'importe où dans les maisons. Pour autant, les jeunes ouvrières ne les supporteront plus au début du XXe siècle et feront grève pendant de longues journées pour protester contre la discipline. Il faut dire que la vie des jeunes filles était des plus monotones, travail 14 heures par jour, prière, messe le dimanche. Les seules distractions étaient le retour des jeunes filles chez elles une fois par mois. Donc à comparer avec le débraillé des chambrés des garçons qui pouvaient vivre entre eux comme ils le voulaient. Notez que la possibilité de dormir dans un lit à deux était déjà un progrès par rapport au grand lit commun du début du Moyen-Âge, où l'on dormait à plusieurs avec sa famille, ses amis, les visiteurs quand ils passaient, et les serviteurs au pied du lit. Ceci concernait d'ailleurs autant le roi que les gens du commun. Je dis ceci parce que on a un peu trop, comment dire, le fait que d'aujourd'hui de donner à des adolescents déjà une pièce commune, une chambre individualisée et une pièce commune à côté, est déjà un luxe inouï par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc je dis un peu ça pour déculpabiliser les parents. C'est déjà formidable par rapport à ce qu'on faisait autrefois. L'histoire donc de l'architecture domestique peut se résumer rapidement ainsi. Au Moyen-Âge, les habitations domestiques n'avaient qu'une ou deux pièces, donc où dormaient jeunes et vieux, bêtes et gens, plus ou moins séparés. La grange pouvait également contenir des lits. Et à partir du XVIIIe siècle et en ville, la maison se retire de la rue, de la place, de la vie collective. L'espace privé s'organise par l'indépendance des pièces qui communiquent désarmées entre elles par un couloir et non plus directement les unes les autres en enfilade, comme vous pouvez le voir encore en visitant des châteaux anciens. Les pièces se spécialisent aussi en salon, chambre, salle à manger, etc., avec des espaces dédiés aux domestiques dans l'immeuble bourgeois. On pense à l'immeuble haussmannien parisien. Alors maintenant, comment aménager la chambre de l'adolescent contemporain ? À notre époque contemporaine, autant vous le dire franchement, il n'y a aucune réflexion architecturale spécifique à l'adolescent pour notre profession. Pour un appartement, nous nous contentons de placer le maximum de pièces orientées vers le soleil, en priorité pour le salon qui sera orienté préférentiellement à l'ouest pour bénéficier de la lumière du soir et les chambres à l'est pour la lumière du matin. Bien que certains de mes confrères s'en défendront sûrement, la réflexion sur la place de l'adolescent et même de la famille dans sa globalité n'existe pas dans notre profession, sauf évidemment quand on nous interroge. Une réponse architecturale moderne à la question de la place de l'adolescent dans la famille a pourtant été proposée en 1977 par Christopher Alexander, qui est un anthropologue et un architecte anglais, dans son livre A Pattern Language, qui est un essai sur l'architecture, l'urbanisme et l'habitabilité communautaire. Cet ouvrage dont personne ne parle jamais en France est un des livres d'architecture le plus vendu au monde. Des décennies après sa publication, il est toujours un des best-sellers sur l'architecture aux États-Unis. C'est pour ça que je cite. Donc, dans son chapitre sur l'adolescence, il va citer Abraham Gardiner qui raconte dans son livre Psychological Frontier of Society que chez les Comanches, donc un groupe d'Amérindiens vivant aux États-Unis, je cite, le garçon après la puberté reçoit un tipi séparé dans lequel il dort, joue avec ses amis et passe le plus clair de son temps. Donc, citer un exemple indien ou plus précisément donc amérindien par un blanc nord-américain n'est pas anodin. Les Amérindiens correspondent pour les Blancs de ce pays à un âge d'or, un exemple quasi mythique qu'il faudrait suivre si on veut retrouver le paradis perdu. On comprend par ce passage que Christopher Alexander a très envie de donner une chambre séparée aux adolescents, et séparée même complètement de la maison. C'était l'esprit des années 70, plus on était libre, plus on était heureux. Ce pressentiment est confirmé par un autre très beau texte qu'il cite in extenso et qui est écrit par Simone de Beauvoir dans les premiers chapitres de la force de l'âge. Donc je vais citer quelques mots. Ce qui me grisa lorsque je rentrais à Paris en septembre 1929, ce fut d'abord ma liberté. Voilà qu'enfin moi aussi j'étais chez moi. Quelle joie de pouvoir fermer ma porte et passer mes journées à l'abri de tous les regards.
Donc je cite ces deux exemples, qui sont eux-mêmes, dont parle Christopher Alexander, d'espaces dédiés à l'adolescence et complètement séparés de la maison familiale, parce que je n'y adhère personnellement pas, ou plutôt je n'y adhère plus. J'ai longtemps été d'accord avec cette façon de voir. Il me semblait aussi que la meilleure chambre pour un adolescent était d'être séparé de la maison pour qu'il puisse conquérir sa liberté. Aujourd'hui, je serais plus prudent. Le conflit de l'adolescent avec sa famille ne m'apparaît plus comme obligatoirement néfaste. Il permet à l'adolescent de forger ses premières armes face à un monde qui l'agressera lui aussi. Il lui permet aussi de se constituer. Évidemment, quand je parle de conflit, c'est un conflit bienveillant. Hein. Vous comprenez ce que je dis, entre acteurs bienveillants. Mais c'est quand même un conflit. Je viens d'ailleurs d'une famille de 5 enfants où on se disputait tout le temps, et j'en ai de bons souvenirs. Famille nombreuse, famille heureuse, voilà. Pour moi, cela me permet de m'introduire dans cette question de l'informatique pour les adolescents, qui devient une question d'architecture, parce que si les gens se tournent aujourd'hui vers les univers informatiques, c'est en grande partie, selon moi, parce que notre architecture est épouvantablement ennuyeuse et vilaine. Pourtant, le gros inconvénient des réseaux sociaux est qu'à la différence de la vie réelle, on peut interrompre une relation sur Internet à tout moment. Quand quelqu'un nous énerve, on le désinscrit en un clic, ce qui n'est pas possible dans la vie réelle. Hein. Si c'est votre fils, par exemple, vous ne pouvez pas le cliquer. Et on ne se retrouve plus sur ces sites web qu'avec des gens avec lesquels on est tous d'accord, ce qui est très sympa au début, puis rapidement très ennuyeux. Et c'est en tout cas pas une relation complète. C'est pour moi le grave défaut d'Internet, donner l'illusion de rencontre, alors que ce n'en sont que partiellement. Dans la vraie vie, on fait des efforts pour poursuivre une relation avec des personnes avec qui on s'est disputé. C'est ça la véritable relation humaine selon moi. Sa durée est aussi un élément qualitatif. Donc je suis donc contre la chambre adolescente séparée de la famille. Je donne ici mon avis donc sur un choix architectural. Mais je veux dire aussi ici qu'il m'est absolument personnel et que je ne le défendrai pas du tout. Mon métier, c'est architecte, c'est-à-dire que je dessine pour vous, pour les gens. Si d'aventure vous décidiez au cours de ce colloque ou ensuite dans toute la société qu'il faut absolument que la chambre de l'adolescent soit franchement séparée de l'habitation principale, parce que c'est la nouvelle manière de vivre, je la construirai de cette manière. Pour moi, le métier d'architecte est un métier de service aux gens, ce qui veut dire que nous devons de construire des lieux que vous souhaitez. En aucun cas de vous en imposer d'autres de nouveaux que j'estimerais être les meilleurs. Le jour où je dessinerai de nouveaux plans de maison, ce sera parce que vous me demanderez de dessiner de nouveaux plans de maison. Je dis cela pour bien faire la rupture avec l'ensemble de notre profession, qui depuis le XXe siècle s'est obstinée à vous construire de nouveaux logements modernes et expérimentaux, et dont aucun exemple, je dis bien aucun exemple, n'a fonctionné. Aucun n'a été accepté par le grand public et c'est devenu par la suite est devenu ensuite un modèle qui s'est répandu et dans le parc des constructions neuves. J'en conclus peut-être bêtement, mais j'assume que l'architecte n'est pas la personne indiquée pour apporter du nouveau dans ce domaine. J'ai peut-être tort, mais toute l'histoire du XXe siècle me donne raison. Nous ne sommes pas capables de créer par nous-mêmes de nouveaux lieux de vie de qualité. C'est peut-être parce que nous sommes des professionnels de la chose, donc déformés, parce que trop impliqués dans le processus de construction. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on vous a inventé pour que vous soyez plus heureux a immanquablement foiré. Vous ne l'avez jamais accepté. Pour autant, j'ai absolument pas le désir d'arrêter de chercher à innover, sinon je ne serais pas ici. Mais je pense maintenant que le plus efficace est que les demandes des nouveautés viennent de vous. C'est vous, les gens normaux, les non-professionnels, et vous seuls qui pouvez trouver de nouvelles manières de vivre. Et il reste à nous, architectes, de vous les dessiner, de vous inventer les espaces qui vont avec. Donc aujourd'hui, la configuration architecturale de la chambre de l'adolescent suit le mouvement général de la maison contemporaine tout entière, c'est-à-dire un allègement par rapport à la période précédente. Elle n'a plus d'armoire, mais des placards. Les meubles n'ont plus de décoration. Ils sont en agglomérés de mauvaise qualité qui ne survivent qu'à peine à la présence de l'adolescent. Le lit a disparu lui aussi. Il n'y a plus de baldaquin ni de tête de lit, mais un matelas sur 4 pieds et même parfois directement jeté au sol. Tous les meubles sont devenus très légers. Les murs n'ont plus de moulure, plus de papier peint. Ils sont juste peints. Les rideaux disparaissent et quand ils subsistent, ils sont le plus frustres possible avec des couleurs de plus en plus grises. Les portes sont le plus basiques possible. Tout se passe comme si nous souhaitions avoir les endroits les moins prononcés possibles, comme si nous voulions faire disparaître le lieu, ou plutôt le caractère du lieu. C'est un paradoxe. Il est devenu de plus en plus facile, avec les matériaux modernes, de personnaliser sa maison selon ses propres goûts. On peut construire sa maison tout entière en allant acheter les matériaux dans un magasin de bricolage. Et à côté de cela, on ne veut plus imprimer notre personnalité au lieu dont on est occupant.
comme si nous ne souhaitions plus les vivre en propriétaires mais en locataires. Nous voulons être des locataires sur cette terre, un lieu personnel, familial inscrit. La maison de famille est de moins en moins prisée. On peut dire que nous sommes revenus aujourd'hui comme à une certaine période du passé, comme le Moyen-Âge par exemple, où les gens avaient très peu de meubles, des maisons très peu personnelles, puisque toujours remplies des gens de la famille, ou des serviteurs, des visiteurs. On peut dire qu'à l'époque, les gens vivaient quasiment en vagabonds sur la terre, et nous sommes en train de reproduire pour moi cet état d'esprit, l'esprit de l'errement. On erre, au sens de erreur. Je me demande finalement si la réponse à la question de l'amélioration de la chambre de l'adolescent ne se trouve pas partout ailleurs que dans sa chambre. Parce que finalement, si on considère qu'il serait bon que l'adolescent ait un lieu à lui qu'il puisse personnaliser, la chambre contemporaine qu'on lui propose est presque idéale. Les meubles que lui achètent ses parents sont très peu marqués culturellement, ils ne sont que fonctionnels, et l'adolescent pourra les transformer comme il le souhaite, les habiller, les peindre, les graver, les modifier. Tout est possible relativement facilement. Bien plus facilement en tout cas que si on lui avait mis dans la chambre une armoire normande ou un lit breton en bois massif, avec l'interdiction évidemment d'y toucher. Finalement, la modernité a donné une chambre individuelle à l'adolescent, mais en dehors de ça, il ne vit peut-être pas d'une façon si fondamentalement différente qu'autrefois, où il ne dormait presque jamais dans un lieu individualisé, mais n'importe où, avec les domestiques, ou bien dans un dortoir de lycée ou dans une caserne, ou pour les filles, à plusieurs dans une chambre. Comme cet âge est un âge de transition où il se cherche, avec peu de fixité, en un sens, cette situation précaire peut lui convenir. Je parle sous votre contrôle. Ce qui a changé par contre est que les parents, eux, n'achètent plus beaucoup de beaux meubles travaillés, lourds, à leur image, des meubles bourgeois, j'insiste sur le mot, témoignant d'une situation ancrée dans une histoire, mais au contraire ont presque les mêmes meubles que l'adolescente. Des meubles légers, surtout fonctionnels et peu marqués socialement. Voilà peut-être une piste de recherche, donner à l'adolescent une marque de stabilité parentale à l'extérieur de lui plutôt que de vouloir intervenir sur sa chambre. Je précise tout de suite que cette vision idyllique d'une famille traditionnelle, stable et rassurante, propice à un développement apaisé et que nous cherchons tous à reproduire plus ou moins avec succès, n'était donc pas le quotidien de l'adolescent du passé. Nous avons vu qu'il allait vivre autrefois ailleurs que dans sa famille, chez son patron s'il était apprenti, sinon à l'armée, à l'internat d'une école, ou fonder une famille dans le cas d'une fille. Tous ces lieux pouvaient être des lieux stables, mais enfin n'étaient pas celui de sa famille, sa famille biologique. L'idée que nous avons de l'histoire est toujours fausse par rapport à la réalité. Ce terrible passé dont nous avons tant besoin pour construire l'avenir de nos enfants se dérobe à toutes nos recherches et devient, hélas, aussi confus pour ne plus être d'aucune aide. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes et nous faisons en définitive seulement ce que nous pouvons. Je vous remercie.